Hello. Could I please invite you all to settle down and take your seats? We are ready to start, I think. Fantastic. Well, my name is Michael Stothard. I'm the Paris correspondent for the Financial Times. I covered the COP21 event extensively for the FT. We are here with a very exciting event for you all. We have a star lineup over the next 2 days. We have a whole host of French ministers, both present and former. We have chief executives, and we have really all of the key architects of the COP21 agreement. So it's going to be a very exciting 2 days. We're here, as you know, to talk about why COP21 was so successful. We're here to talk about the future of climate negotiations, and we're also here to talk about and try and pull out some of the tools that enabled COP21 to be a success, and see whether they can apply to global governance more generally at quite a difficult time when many countries are turning in on themselves. So that's our mission. Before I hand over to Michel Duclos, just 1 or 2 items of housekeeping. Would you all turn off your mobile phones, please? And I would also encourage you all to tweet. I would encourage you all to put your phones on silent. Wisely said. I would encourage you all to put your phones on silent, but also to tweet extensively throughout the next 2 days. It is at AI_diplomatique is the handle of the Académie Diplomatique Internationale. So without further ado, I will hand over to the highly esteemed Michel Duclos, who is the head of the Académie Diplomatique Internationale, this wonderful institution, and the former ambassador to Syria and Switzerland, and general, very wise man. So I will hand over to him. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, je voulais simplement vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir cet après-midi à l'Académie diplomatique internationale. Merci beaucoup à Michael Stothard d'avoir accepté d'être notre maître de cérémonie. C'est un superbe journaliste qui a déjà, malgré son air juvénile, une grande expérience et qui avait fait une couverture particulièrement remarquable de la COP21. Je voudrais saluer aussi la présence de Christian Massé, le secrétaire général du Quai d'Orsay. Ce colloque a été organisé par l'Académie diplomatique internationale, mais dans un partenariat très étroit avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, dont j'ai pu mesurer à cette occasion, une fois de plus, le professionnalisme et l'engagement à tous les niveaux de la maison. Nous avons bénéficié aussi de l'aide de l'AFD et nous avons la chance d'avoir comme coparrain le Canada, qui est d'ailleurs représenté dans nos travaux à un niveau élevé. Permettez-moi aussi de remercier les entreprises qui se sont associées à notre effort. Je mentionnerai Air France, Amundi, EDF, le groupe ADP, JCDecaux, Sanofi, Suez et Vinci. Sans leur soutien, nous ne serions pas là aujourd'hui et nous ne bénéficierions pas des facilités, du confort qui est le nôtre pour cet après-midi et pour demain. J'ajouterais que nous aurions aussi manqué une contribution intellectuelle
importante car dans le monde tel qu'il est, dans les grandes négociations internationales sur ce qu'on appelle les enjeux globaux, aujourd'hui, les diplomates ne serviraient plus à grand-chose sans les acteurs de la société civile, comme on dit, et en particulier les entreprises. Donc j'exprime une reconnaissance particulière pour celles qui nous ont accompagnés dans ce colloque. Peut-être un dernier mot pour vous parler de l'Académie diplomatique internationale. C'est une vieille institution puisqu'elle a été créée en 1926 avec comme mission de soutenir les formes modernes de la diplomatie. Ces formes ont changé, elles se sont renouvelées, mais nous restons fidèles à cette mission initiale. Et donc l'ADI était une structure et un lieu particulièrement adapté pour traiter de ce très grand sujet de la COP21, mais plus généralement de ce qu'elle peut représenter comme source d'inspiration pour traiter les grands problèmes du monde d'aujourd'hui. C'est un colloque anniversaire, mais en un an, il s'est passé énormément de choses. Et d'une certaine façon, le contexte rend nos réflexions encore plus pertinentes que ce qu'on avait pu penser quand nous avions imaginé ce colloque. Et nous avons demandé, pour inaugurer nos travaux, la contribution de Hubert Védrine, qui est plus qualifié que personne pour justement restituer la COP21, la COP22 et ses suites dans le contexte global actuel. Je n'ai pas besoin de présenter Hubert Védrine, ancien ministre, observateur particulièrement aigu de la scène internationale, et sans faire de publicité, qui a publié il y a quelques mois un livre, Le monde au défi, qui, je crois, anticipait dans une large mesure la problématique de ce colloque d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, je vais d'abord remercier Michel Duclos de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. J'ai presque une extinction de voix, en fait, et je dois parler encore 3 fois aujourd'hui. Donc je vais m'économiser, vous épargner un vrai discours et faire simplement quelques réflexions. Je suis heureux d'avoir l'occasion de faire ici sur ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour adresser toutes mes félicitations et tout mon soutien à Michel Duclos dans la nouvelle tâche qui est la sienne pour animer cette académie diplomatique dont l'importance devrait croître sous son animation. Alors, on m'a demandé mes réflexions et je vais vous étonner parce que sur le point particulier, non pas la COP en tant que telle, mais l'exemplarité de la méthode COP, j'ai des sentiments, disons, partagés. Je trouve remarquable ce qui a été fait, surtout si on compare au rendez-vous d'avant, genre Copenhague et autre chose. Je trouve que l'interprétation de ce qui s'est passé est globalement exacte, parfois un peu exagérée. C'est-à-dire le fait de mettre en avant sans arrêt la société civile, d'abord j'en méfie beaucoup parce que c'est un mélange, et on ne peut pas comparer les grandes entreprises mondiales et les associations. Enfin, c'est un mélange qu'il faut affiner si on va avoir une analyse précise sur ce qui peut être fait après. Et même s'il y a eu une montée en puissance, une prise de conscience, une orchestration remarquable par Laurent Fabius et son équipe du processus qui a conduit à l'accord de Paris, il est évident que ça n'aurait pas pu aboutir si à un moment donné, pour des raisons chinoises, le président chinois ne s'était pas engagé, et si pour des raisons personnelles et courageuses, le président Obama ne s'était pas engagé, y compris contre le Congrès dont on connaît les positions. Donc tout ce qui est dit sur la mobilisation des autres acteurs, c'est évident.
Mais ça ne marche pas si, au bout du compte, vous n'avez pas des États, au sens le plus classique du terme, capables d'engager leurs responsabilités. Et encore, ce n'est pas fini dans le cas américain. Donc c'est simplement pour introduire une nuance, parce que dans le discours des 20 ou 30 dernières années, quand on parle des autres acteurs, ce qui est une évidence depuis longtemps, ça fait longtemps que les réalistes ont pris en compte la réalité, c'est-à-dire que les États ne sont pas seuls acteurs des relations internationales, mais il y a une partie de ce courant de pensée qui a basculé d'un autre côté, qui considère que les autres acteurs en vrac peuvent se substituer à. Moi, je ne pense pas. Je pense que la réussite, elle est dans la synergie, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre de Laurent Fabius, que j'ai lu à cette occasion, notamment le premier chapitre, où il explique très bien la méthode qui a été employée, la négociation, les équipes, Laurence Tubiana, en fait, tout ce qui a été fait, c'est très intéressant. Mais même s'il insiste sur la différence assez totale entre le Congrès de Vienne de 1815 et l'accord de Paris, il y a des éléments qui demeurent communs, en fait, qui sont éternellement communs. Quand vous négociez, au bout du compte, qu'il y ait 5, 10 ou 150 acteurs, il y a un élément dans la négociation qui relève du fait de savoir si vous savez quels sont vos objectifs, si vous avez anticipé correctement sur l'objectif des autres, si vous savez là où vous pouvez faire un compromis ou non. Alors évidemment, au début, c'est secret, c'est 5 ou 6 rois ou empereurs. Après, c'est totalement public à tout instant. Tout est infiniment plus compliqué. Il n'empêche que, au bout du compte, dans l'art de la négociation, ces éléments sont toujours là. Donc la rupture n'est pas totale. Et il y a énormément de réunions internationales contemporaines, beaucoup trop nombreuses, beaucoup d'entre elles ne servent à rien, mais dont l'échec s'explique parce que les acteurs ne savent pas quel est leur objectif, en fait. C'est un de mes souvenirs, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler dans ces milieux. Après de grandes réunions, on me disait souvent « nous avons réussi ». Je disais « mais c'est qui, nous, en fait ? Est-ce que c'est une sorte d'entité collective, définie par qui ? Ou tel acteur, vous voyez ? Donc je pense qu'il y a une part dans l'évolution des négociations internationales, je pense qu'il y a une part de fondamentaux qui est toujours là à travers les siècles et qui relève de ce que j'ai dit avant. La clarté des objectifs, l'anticipation sur la position des autres et le positionnement des compromis possibles qui, naturellement, va évoluer au fur et à mesure du déroulement des négociations. Donc, cela étant dit, l'affaire de Paris est extrêmement intéressante dans sa préparation, dans son aboutissement, qui nous amène à l'autre question, qui est de savoir est-ce que c'est un modèle pour d'autres négociations. Alors là, j'introduis à nouveau une nuance. Je ne pense pas qu'on puisse gérer, à condition qu'il y ait une enceinte pour ça, une réflexion sur l'avenir du Moyen-Orient par ces procédés. Quand on voit l'état du Moyen-Orient aujourd'hui, la désagrégation, pour des tas de raisons, on pourrait rêver d'un accord de Westphalie pour le Moyen-Orient, dans lequel les chiites et les Iraniens se résigneraient à cohabiter avec les Saoudiens et les sunnites, et inversement, naturellement, pour mettre fin à ce que nous voyons et qui peut encore rebondir et s'aggraver, comme ça avait été le cas par les 2 accords de Westphalie après l'épouvantable guerre en Europe. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, on est obligé de constater qu'il n'y a aucun des éléments qui existaient au moment des accords de Westphalie qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas Richelieu, il n'y a pas Mazarin. Alors, il n'y a pas les accords de Westphalie si vous n'avez pas 2 hommes d'État avec une intelligence et une efficacité supérieure, se servant de la puissance d'une puissance vraie qui puisse imposer cette cohabitation, qui finira peut-être par se produire au Moyen-Orient, il faut le souhaiter, mais par épuisement, en fait, par fatigue, beaucoup plus que par concept ou par négociation. Bon, ça c'est un petit détour historique, mais même si vous vous demandez si les relations entre les États-Unis, le Japon, la Corée, la Chine, est-ce qu'il va y avoir un affrontement dans les 10 ans qui viennent ? C'est possible. C'est possible. Pas un gros affrontement. Mais je fais partie de ceux qui seraient étonnés qu'il n'y ait pas quelque part un affrontement un jour.
Bon, est-ce que ça se gère? Est-ce que ça peut s'anticiper ou se corriger par des mécanismes genre COP? Je ne pense pas une seconde. On est dans des rapports de force absolument classiques. Même chose pour la réflexion sur la reconstruction d'une Syrie demain. J'en parlais avec Lagacan hier, samedi, que j'ai croisé, qui me disait que déjà, lui, il est obligé de réfléchir à la reconstruction, en fait. Je disais, mais comment est-ce qu'on peut faire recohabiter des populations qui se sont infligées des souffrances aussi atroces? Il dit, oui, je sais, mais il n'y a pas d'autre solution. Bon. Mais ça passe pas du tout par des mécanismes de mobilisation de je ne sais quoi, en fait. Donc c'est du raisonnement, ça reste de la hard diplomatie, en réalité. Donc énormément de cas, je ne vais pas les énumérer, mais il y a énormément de sujets qui ne relèvent pas de la méthode COP. Je dirais d'ailleurs que même les négociations sur l'Europe, par exemple quand il y a eu la Convention sur l'avenir de l'Europe, étaient d'une certaine façon beaucoup plus classiques que ce qui a été fait dans le cadre de la COP. Donc il y a un élément très remarquable que je salue, précieux, dans la méthode COP, avec la mise en synergie des différents groupes, dont je ne crois pas pour le moment que ce soit transposable aux problèmes classiques. Dans le livre de Laurent Fabius, en tout cas dans le chapitre qui est consacré à l'accord de Paris, il mentionne d'autres domaines, et là je suis assez d'accord que ça puisse être tenté en réalité. Il dit par exemple des domaines aussi essentiels que l'eau, la santé, l'accès aux données, les migrations. Déjà, je trouve ça un peu différent, un peu plus compliqué. Oui, ça peut relever de ce type de méthode. Mais ça suppose que, comme dans le cas de la COP, il y ait une prise de conscience mondiale, où finalement, à peu près tout le monde admet qu'il y a un problème, qu'il y a un danger, que l'on doit agir, etc., etc. On n'en est pas tout à fait là partout. Si vous regardez, par exemple, le niveau de prise de conscience sur l'effondrement de la biodiversité, pour rester dans des domaines écologiques globaux, il est minuscule par rapport à la prise de conscience sur les changements climatiques. Donc il y a une marche, il y a un manque énorme. Sur l'eau, c'est très très variable. Enfin, en gros, ma réponse à la... Puisque donc vous voyez, je simplifie tout pour économiser ma voix. Ma réponse à votre question, que je crois, oui, que ça pourrait être transposable à certains des problèmes globaux, à condition que le travail de prise de conscience, d'explication des enjeux à l'avance ait été réussi. Si c'est le cas, oui. J'ajoute quand même une autre note dissonante, pour le plaisir d'alimenter vos réflexions. Je ne suis pas en désaccord non plus avec un article qui a certainement dû déplaire à tous ceux qui ont mis leur talent et leur énergie dans la mécanique de la COP, qui est un article d'un économiste très récent, M. Delplat. M. Delplat nous dit « La victoire de Trump est paradoxalement une excellente nouvelle pour le changement climatique. Elle va forcer le reste du monde à se focaliser sur le progrès technique et non sur une coordination climatique internationale fragile, non crédible et inefficace. Il commence par nous dire qu'il accepte toutes les conclusions du GIEC. Il n'y a pas le moindre doute, il n'y a pas le moindre distance. Il accepte les recommandations du GIEC, analyse et recommandations. Il développe ça, mais il redit que le travail politique, diplomatique, les colloques, c'est très bien, mais en réalité, la véritable clé de l'avenir n'est pas là. Et son développement, que je ne vois pas comme contradictoire, moi. Je vois quelque chose qui complète la COP et dont on peut dire que ça s'inscrit d'ailleurs exactement dans le mouvement lancé par la COP, mais il ne faut pas tout mélanger dans la vaste société civile. Il faut parler des entreprises, des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques. Et alors il dit, l'autre stratégie complémentaire contre le réchauffement climatique, la seule qui va fonctionner, est de développer des technologies et innovations radicales afin que le coût des énergies propres, c'est-à-dire n'émettant pas ou très peu de
de gaz à effet de serre soit significativement plus faible que le coût des énergies sales. Ceci suppose des efforts mondiaux additionnels pour la recherche et le développement, pour les infrastructures. Il compare au projet Manhattan, le grand projet Manhattan qui a permis aux États-Unis d'avoir l'arme nucléaire avant Hitler. Ce n'est pas négligeable. 42-45. Ils avaient investi des sommes massives dans la construction de l'arme nucléaire, en passant en 3 ans des théorie Einstein-Fermi, à la mise en œuvre. Il faut faire la même chose en matière d'énergie propre. Et tant qu'il n'y aura pas un décalage évident sur le plan économique, déterminant, pour que plus personne n'ait intérêt économiquement, même les individus les plus bornés, les plus égoïstes, les plus court-termistes, même eux, il faut arriver à une situation économique où ça devient complètement irrationnel de continuer à utiliser de l'énergie non renouvelable. Donc il dit c'est ça l'objectif. Mais il y a encore un gap en matière de, tout le monde le sait, de stockage d'énergie, etc., etc. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, à mon avis, il faut poursuivre dans les 2 voies. Et je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire on va continuer la COP, très bien, 22, 23, 24, 25, tout ce qu'on veut, bravo, très bien. C'est normal de dire il y a des pays qui n'y arriveront pas, il faut les aider, c'est toute la problématique du financement, des pays qui sont derrière. Très bien, moi aussi j'approuve à 100%. Mais je crois que l'autre remarque qui pourrait passer pour critique n'est pas critique, elle est extrêmement constructive en réalité. Il faut une gigantesque percée jusqu'à ce que le système mondial, sans que les diplomates et les politiques aient besoin de déployer des efforts aussi extraordinaires que ce qui a été fait pour aboutir à la réunion de Paris, que le système fonctionne dans ce sens. Et moi, je voudrais bien que ce soit les pays occidentaux, et notamment européens, qui intègrent toutes ces données avant que les Chinois ne nous stupéfient en franchissant d'un bond 2 ou 3 générations technologiques dans ces domaines. Voilà, donc pour moi, l'avenir de l'opération, il est lié donc à 2 choses. Je conclus là-dessus. L'extension de la méthode COP à 4 ou 5 domaines communs. Mais il faut encore une fois qu'il y ait une mobilisation, une prise de conscience qui n'est pas au même point pour le moment. Et deuxièmement, la double avancée du multilatéralisme moderne, nouveau, intelligent et des percées technologiques. Et en plus, je crois que c'est possible. Il me semble que ça a déjà commencé et que ça va être extrêmement rapide. Quand vous voyez certains des grands fonds de placement mondiaux parmi les plus gros qui commencent à se retirer des énergies non renouvelables parce qu'aucune puissance économique ne voudra rater le tournant de la compétitivité écologique. Voilà, donc moi je plaide pour avancer sur ces 2 jambes. Voilà ce que je voulais vous dire. Thank you very much, Monsieur Védrine. Totally fascinating. So there are some areas, water, health, immigration, where the model of COP21 can be used. And also Trump could possibly be good for the environment. But quickly, before we introduce our first panel, just to hear from somebody who definitely hopes that Trump will be good for the environment. We have a representative from the Marshall Islands here with a very quick message for us all. Come up, sir. Thank you very much. I'm delivering this statement on behalf of Ambassador Tony de Bruym from the Marshall Islands, who many of you will know simply as Tony. Tony is very regretful that he couldn't be here today due to health reasons, but he is definitely here in spirit, and this is his statement to all of you. Yokwe, and greetings from the Marshall Islands. I am very sad that I'm unable to be with you all today to celebrate the special moment in history we all shared exactly 1 year ago today. I will never forget leading the High Ambition Coalition into that final plenary, or when Laurent brought down his gavel, or the feeling I had when handing over to young Selina Lim to make the final closing statement on behalf of the Marshall Islands. At the end of that day, I said that my country felt a little bit safer as a result of the historic agreement we had forged in Paris.
and I still feel that way today. No matter how many more dangerous impacts are to come, or how uncertain international politics may seem at times, it is those of you in this room that helped give my country a renewed sense of hope and a pathway to survival, and I will never forget that. Paris was a team effort, and so must be our fight for the future. If we don't each play our part and do so with the same spirit of solidarity, determination, and urgency that we did in Paris, then our ability to win this fight will quickly fade. Now, more than ever, we need our friends to realize this and to seize the opportunities that come with it. On behalf of a grateful nation, I therefore want to thank you again for all that you did to secure the Paris Agreement and ask that you be relentless in your continued fight now to make it a reality. Paris was just the start, but it is what we do now that will really matter. I am counting on you, my family is counting on you, and my country is counting on you. Komal Tata, and thank you very much. Thank you very much. So I'd like to welcome on stage our first panel. We have really the key architects of the COP21 agreement, or some of the key architects, and that is Christiana Figueres, the Costa Rican former head of the UN Framework Convention on Climate Change. She took over just after the failure or relative failure of Copenhagen, and through a kind of relentless energy and optimism is really credited with rejuvenating the global movement towards the COP21 agreement. We also have Lawrence Tubiana, who was plucked from the relatively rarefied world of academia in 2014 to lead France's efforts to be the ambassador to France for climate change. And she really was integral to creating the accord as it was in the end. We also have the Moroccan Environment Minister, Hakima El Aiti, who was clearly integral to the COP22 talks, which happened last month, and we will hear a lot more about those later. So I would like to welcome the three of them to the stage, where we're going to talk about the keys to success of COP21. So, as I said, I covered this event for the Financial Times. One of the things that was so striking to me, particularly talking to business leaders in the run-up to the event, what they all said to me, from oil executives to leaders of the CAC 40, they all said to me, when we were at Copenhagen, we were all still talking about whether climate change was even man-made. And now we're all falling over ourselves to try and be the first to act and the first to do something about it. So what I'd like to start by talking about, and I'm going to direct this question at you, Madam Figueres, first, is beyond going around and meeting lots of people and talking to them, to create such a global shift in mindset over those 6 years. What did you do? What tools did you use? And are these the kind of tools that we can take to other areas of negotiation? You know, I would ask you maybe to point to 2 or 3 of your main takeaways and main tools you use to create this global shift. Well, thanks. Good morning to all of you. Wonderful to see you here again. Undoubtedly, many stars aligned for success in Paris. Some stars we actually plucked and put them. Other stars aligned themselves. So I would say in stars that aligned themselves, I think we were incredibly
blessed by the fact that technology did come down in price as much as it did. Renewables, 80% since the Copenhagen times, making it technically possible to compete already in 40 jurisdictions where renewable energy is already competitive. 3 cents kilowatt hour in Morocco, just as one example, but many other places as well. That is, was an incredible alignment without which it would not have been possible, but not one that we created. The other that I think was not created by us, but certainly supported, was the fact that we had so much better understanding of the science and a much better communication of the science. I think the science was very poorly communicated and wasn't as deep right after Copenhagen 2010, and we worked a lot with scientists with the IPCC to ensure that the science that the science continued to deepen, but in particular that we had it much better communicated. However, stars that we actually plugged and aligned deliberately, I would say, are 3. The first is we very, very deliberately, against a lot of resistance, opened the doors to many different stakeholders that had not been at the table in 2010. And that includes corporations, it includes subnational governments, it includes investors, it includes insurance companies, and a long list of stakeholders that had not participated out of in the conversation, and that frankly it was a lot of work to get them to be accepted by national governments, because in 2010 I was told that the P word was taboo, and the P word was private sector. So, from where we went, from, talking about corporations as the P word, the taboo word, to where we were in 2015 was a huge step forward, and makes the agreement, by the way, not fragile, because it has a lot of support. The second was to change the relationship between all of those stakeholders and national governments. I remember distinctly being in Copenhagen and being relentlessly hit over the head, because I was a member of a government, by many, many stakeholders who were truly being very aggressive and very negative against national governments and demanding a certain outcome from national governments. That relationship changed. I said, we are not going to have here a competition between those who negotiate the text and those who are on the outskirts. We're going to have a collaborative sense. So changing the relationship from one of demand of an outcome to a support of national governments to get a collaborative outcome. Changing the tone of that conversation and the relationship was absolutely key. And third, we definitely changed the logic of the agreement upside down, because the logic of the agreement that we wanted to get in Copenhagen was very much of a top-down. Here is what the Earth needs to do. Here's what the globe and the planet needs. Here is what all the countries together need to do, and then begin to parse out responsibilities. And to turn that around actually to what then was called an upside-down, bottom-up approach, where every country can contribute, and to understand that the global need is not in contradiction to national interests, but rather, quite to the contrary, that there are many national interests that can be pursued in the pursuit at the same time of the global need. So to change that logic around, and the NDCs are only one small evidence of that change around, was very, very important, because everyone began to understand. So you began to have a contextual messaging where corporations, investors, cities, states, governments, they all began to understand, why is it in my interest to get to an ambitious agreement? However, the problem with that, of course, is that you don't get then to the final of what the global needs. So that effort had to be placed, and that was the most difficult thing to do, had to be placed within the long-term goal, which then gives you the balance between the bottom-up and the top-down. I'm a hugely cynical journalist, and as we all are, and when Chief Executive said to me that we are supporting this agreement, and because, I want to sleep better at night, I feel it's the right thing for the world, I don't believe them at all. What did you say to? Yet they all said that. When you walked in the room with them or walked in the conference hall, how did you convince them that it was in their interest, that it was in their shareholders' interests?
Well, there's no one answer to that because it depends on who the person is, what sector do they work in, what country, what city, etc. What is the guiding light is where do we see that there is an interest, a self-interest, a virtuous self-interest for that person, for that leader in pursuing what we know what needs to be pursued. So you don't have the same conversation with an oil and gas CEO as you do with a renewable energy CEO, as you do with the head of an investment agency, an investment bank. So you have to think contextually what makes sense for that person and point that out and let them come to the conclusion. It's not about telling them, it's about asking questions so that they come to the conclusion that it is in their own interest. Madam Ministre, you obviously followed COP21 very closely and were intimately involved in the COP22 negotiations, particularly in, if I understand it correctly, marshalling this wider support. Could you maybe tell us whether you used similar techniques, whether there were overlaps between the two, and indeed what you did on the ground? I mean, maybe what was your biggest challenge for Marrakech in convincing and kind of getting a momentum behind? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Et je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de l'Institut diplomatique pour cette invitation. Moi, j'aimerais juste revenir à deux aspects qui sont extrêmement importants qu'on ne doit pas oublier. Certes, l'accord de Paris était un succès historique. Maintenant, pour avoir ce succès, il a fallu, ou il y a eu des faits en dehors de l'accord, c'est-à-dire des causes exogènes à l'accord et des causes intra-accord ou endogènes. Alors parlons de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour renforcer le succès de l'accord de Paris. Premièrement, la science a rendu le verdict et on est devenus tous moins climato-sceptiques et on a cru à la science. Deuxièmement, il y a eu un monsieur qui s'appelait Lord Stern qui nous a dit que l'impact des changements climatiques touchait à nos poches et que pour ne parler que des États-Unis, annuellement, l'impact des changements climatiques coûtait 300 millions de dollars. Et dans tous les pays, l'impact des changements climatiques coûtait de l'argent aux États. Et ça, c'est extrêmement important. Le coût de l'inaction, pour la première fois dans l'histoire du climat, quand on est arrivé à Paris, était établi, était acquis, et nous l'avons approprié. On se l'est approprié, et la communauté internationale se l'est approprié. La deuxième chose, c'est n'oublions pas qu'à travers le monde, la pollution a poussé les États dans les enceintes de négociation. Regardez la Chine et le nombre de morts qu'il y a au niveau de la Chine à cause de la pollution. Et donc, ces gens-là ont été poussés et devaient réagir et répondre à des besoins de leur population locale. Il y a eu des révoltes, il y a eu des marches en Chine pour dénoncer la pollution atmosphérique. Et vous avez été en Chine et les gens, ils se baladent avec des masques dans la rue. Et donc, tout ça, c'était des facteurs extérieurs qui étaient importants et qui ont fait qu'on est arrivé à Paris avec une sensibilisation scientifique, une pression sociale, une pression positive des acteurs non étatiques. Et comme disait Christiana, pour la première fois, Paris a mis autour de la table tous les acteurs du climat et nous savons tous que 80% des décisions climatiques sont prises en dehors des personnes qui négocient dans les climats. C'est le business, c'est l'industrie, c'est les autorités, les collectivités territoriales, etc. Et donc, ces parties prenantes étaient autour de la même table. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, comment les outils utilisés pendant l'accord de la COP22 ont servi la COP de Marrakech, la COP22, qui était un succès également historique. Parce que pour la première fois dans l'histoire des négociations climatiques, nous avons, grâce à la reconnaissance qui a été apportée par l'accord de Paris à tous les acteurs non étatiques, créé un partenariat sous les Nations Unies entre les
acteurs non étatiques et les acteurs étatiques, et c'était le travail qui a été fait par Laurence et moi-même. Et donc aujourd'hui, comment Paris peut servir à accélérer dans les outils et dans les techniques la mise en œuvre de Paris? Le challenge, Paris, nous l'avons réussi. Le challenge, c'est de réussir toutes les COP qui vont venir avec tout ce qui est en train de se passer au niveau du monde, avec toutes les incertitudes. Aujourd'hui, la masse critique de l'engagement des États est telle que on parle d'irréversibilité. On ne peut pas revenir en arrière. Et nous l'avons prouvé à Marrakech grâce à cette proclamation politique où tous les États se sont engagés à continuer la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous devons mettre à profit ces outils qu'on a développés à Paris et qu'on a continué à mettre en œuvre au niveau de Marrakech pour accélérer la mise en œuvre de Paris, pour accélérer les décisions, faire en sorte que la prochaine CMA soit une CMA qui est non seulement accompagnée par un agenda de l'action qui est réussi, parce que Marrakech était un succès fulgurant sur le plan de l'engagement des acteurs non étatiques. Nous avons des engagements des acteurs non étatiques de réduction des émissions à l'horizon 2025, à l'horizon 2030. Ils se sont engagés, mais aujourd'hui, nous avons besoin de sortir toutes les décisions qui sont inscrites dans l'accord de Paris. Et il va falloir qu'on arrive en 2023 avec l'essentiel des décisions qui sont là. Et donc, je pense que cet exercice est intéressant dans le sens où il devrait servir la mise en œuvre de l'accord de Paris. Merci. Thank you very much. You mentioned the fascinating point of tools. And we've talked a little about the tools of mobilizing the wider community. I'd like to now ask Madame Toubiana a little about the tools for when you're actually in the negotiations, in the lead up to the negotiations, almost the nitty-gritty of why Paris became a success. And maybe we can start off with just perhaps your, as I already asked, but your top one, top two, top three even, tricks of the trade for how you managed to get such remarkable success at COP21. Yes, that's an incarnation. Is that the answer for all future multilateral negotiations? Of course not. Really not. Je vais parler français peut-être. Oui, bien sûr. Nous sommes en France. La première chose, je crois, c'était d'avoir un objectif très clair. Je me souviens d'un dîner avec quelques amis. Je n'étais pas encore au gouvernement à ce moment-là. Et quelques amis dont l'un avait beaucoup souffert pendant la négociation de Copenhague. Il y avait Teresa qui est là, Ribera, qui a été ministre de l'Environnement espagnol, Michael Coutaillard, qui était l'ancien secrétaire, un des prédécesseurs de Christiana, et Thomas Becker, un des négociateurs danois. Et Thomas m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, au moment où tu commences, il faut savoir quel est le point d'arrivée, quel est le communiqué du 12 décembre. Et je crois, pour tous ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce communiqué du 12 décembre. Et donc, très important, quel est l'objectif? Et l'objectif, c'était l'économie sobre en carbone. Elle est là, elle est inévitable et c'est la bonne décision. À partir de là, ce n'était pas tellement difficile. Et donc, cette idée de changer le modèle de développement pour tout le monde, parce que personne ne sait faire. Il n'y a pas des pays développés. So you wrote the communique before embarking on the talks? Yeah, no, of course not. But you have to have an intention, and it's not a secret intention. It has to be very public. You have to be very public from the start. That at least you try to do that. You have the intention to do that. So there is no mystery. The basic tactics that I think we call the no surprise policy in the whole process was. That is our intention. Maybe we get there, maybe we don't get there, but at least you know what we are aiming at.
Because if you don't have a direction, people can even oppose you, or they can say, I'm not agreeing or agreeing, because you don't know what you want. And that was very important to know. This is what we want, because we think that we need a reshuffling of our development models all over the world, not developed countries only or developing countries. Everyone has to change. Du coup, c'était très important d'avoir un point d'arrivée et d'être très clair, très transparent sur ce point d'arrivée et de voir quels étaient les pour et les contre. Et du coup, dans ce processus, d'avoir toujours les pour et les contre s'exprimer tout le temps. Et peut-être ce qu'il y a eu de plus important, je crois que ça a été reconnu dans cette soirée incroyable du 11 décembre, c'était de dire on a confiance en vous, la France, parce que vous avez dit ce que vous alliez faire. Il n'y avait pas de porte fermée, de petits groupes quelque part qui étaient en train de préparer des solutions. C'était juste transparent parce que depuis le début, vous avez dit on aimerait bien avoir ça. Peut-être qu'on ne l'aura pas, mais en tout cas, c'est notre intention. La deuxième chose, c'était de comprendre que chacun a des problèmes chez lui. Et que ce qui est quand même très important, c'est les choix de développement nationaux. C'est comment chacun voit dans son pays quelles sont les choses bonnes qu'il faudrait faire, quelles sont les difficultés auxquelles on s'affronte, et qu'il faut que ces soucis, ces problèmes nationaux trouvent dans la coopération internationale, dans l'accord international, une solution. Donc ça ne sert, c'était ce deuxième, alors c'est pas nitty-gritty, mais c'est pas un big picture non plus, c'est vraiment l'idée qu'il faut partir vraiment des soucis, des montagnes en Bolivie, au Pérou, des problèmes d'évolution de l'économie en Arabie Saoudite, par exemple, ou de comprendre que pour l'Inde, le problème numéro 1, c'est l'accès à l'énergie pour tout le monde. Et que c'était ça, un accord, ça doit se fonder sur ces prises en compte, ce raisonnement, cette réflexion que chaque pays a pour lui-même, et de voir quel est l'accord international qui va permettre à tout le monde de faire des progrès et tout le monde de bouger ensemble et de savoir que si chacun fait quelque chose, l'autre, ce sera plus facile pour l'autre. Par exemple, de baisser le coût des énergies renouvelables ou de trouver l'accès au marché des capitaux ou bien au contraire de s'aider sur la question des communautés locales ou des territoires ou de l'alimentation. Et donc ça, c'était la deuxième chose très importante, à part la transparence et l'objectif, enfin la clarté de l'objectif, c'était de se dire, de tout le temps se dire, il y a des gens qui réfléchissent dans tous les pays, comment est-ce que la communauté internationale aide ceux qui sont pour un changement à trouver des appuis. Et la troisième chose, c'était de se dire, on ne peut pas faire un gouvernement mondial, donc il ne faut pas rêver sur un accord entre les gouvernements, c'est très important, mais c'est quand même, encore une fois, la façon dont les citoyens, la société civile, aussi les entreprises, les maires des villes, vont penser dans une direction similaire, d'avoir des objectifs similaires. Personne ne gouverne. On a un système très multipolaire, c'est mieux, plutôt mieux, même s'il est plus instable qu'avant, mais c'est mieux parce qu'il y a plus de représentativité au fond, plus de représentation. Et je crois que ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire quels sont les objectifs. Est-ce qu'on peut avoir le partage des objectifs? Après, chacun fait comme il peut, avec l'idée aussi que le climat, ça ne dépend pas que de l'accord à l'intérieur de l'UNFCCC. Ça dépend de ce qui se discute pour l'aviation, pour les transports maritimes, pour la technologie, pour la question des accords sur l'agriculture, sans doute demain sur les accords commerciaux. Donc on ne peut pas penser sur les questions des gaz à durée de vie courte, sur le Montréal, l'accord sur la couche d'ozone, certainement, sûrement sur la biodiversité, les forêts, le stockage du carbone. Donc il ne faut pas penser qu'on résout un problème à un endroit, ou dans la finance, au sein des assemblées mondiales de la Banque et du Fonds monétaire. Il n'y a pas un endroit, il y a tous les endroits. Et il faut que c'est un système de sécurité. C'est le filet de sécurité. J'espère qu'il tiendra après les élections américaines. Ce filet de sécurité, c'est que dans chaque secteur, chacun a pris la conscience du danger et du risque et apporte ses propres solutions, les solutions financières. On voit qu'il y a une discussion sur la régulation des investissements et la question de rendre public le risque carbone ou le risque climatique de différents investissements.
On voit qu'il y a l'idée qu'on va standardiser la création des obligations vertes, des green bonds. Donc on voit bien qu'à chaque problème, à chaque driver, à chaque outil de décision du climat peut correspondre une certaine organisation et certains objectifs. Et du coup, pour que quelqu'un y comprenne quelque chose, parce que sinon c'est incompréhensible, de s'assurer que chacun comprend ça, c'est-à-dire que chacun se sent partie d'un mouvement plus général et qu'en alignant ces objectifs, on crée au fond une espèce de grande vague. Ce n'est pas passif, c'est actif. C'est-à-dire que quand les peuples indigènes, qui ont aujourd'hui alors en français diplomatique correct, on appelle ça les communautés locales, parce que nous ne reconnaissons pas la notion de peuple indigène, mais je suis presque sortie de la diplomatie, donc je peux parler de ça. C'est l'idée qu'ils ont eu un rôle aussi actif sur l'idée de comment est-ce qu'on gère cette transition énergétique, comment on gère les forêts. Et ils ont été une partie de la vague. Et il y a une autre partie de la vague qui a été la mobilisation auquel Christiana a tellement contribué, ou ce que Hakim a fait à la COP22. Et c'est que chacun se dit, cette transformation, je vais essayer de la faire la meilleure possible. Et c'est ce partage des objectifs qui fait que, encore une fois, à chaque endroit, et chacun a sa logique, chaque chaîne de valeur industrielle, chaque décision économique, mais il faut qu'on partage le futur. Et cette vision, je terminerai par là, c'est la vision du futur qui est la plus importante. Donc vous voyez, ce n'est pas tellement nitty-gritty. Le nitty-gritty était très simple, c'était simple, on était transparent, on a discuté tout le temps jusqu'à épuisement, on a proposé des solutions en montrant quelles étaient les options, les gens ont trouvé ça bien, pas bien, ils savaient que s'ils n'étaient pas contents, ils pouvaient nous venir protester. Mais ce qui était clair, ce qui était le plus important, c'était cette vision. Et je crois que c'est comme ça qu'on réussit. Just one more question on the nitty-gritty, as it were. You were talking about this wave, but the corollary of that was that in the negotiations, France had a fantastically powerful top-down approach as well. In the end, once the consultation was done, the document was written by, the French administration. It was placed on the table. It was they dared people to really disrupt the whole thing. There was a certain force from the top as well. Tell me if I'm wrong, but my impression was there was a certain force from the top. There was also perhaps a way in which these three targets, the transparency, ambition, differentiation, having three like that potentially allowed you to play one off against the other, to make sure that you achieved your final goal while giving up, other things on other areas that were perhaps less important. Tell me if both those things are completely wrong, but you touch on those. Yes or no? You're wrong about the top-down, because it was not, in reality. You could recognize even in the final agreement text that has been written by, I don't know, some people who are there, of course, many of them. So it was like a process of transformation of a text, big and small and big and small, like ever. But what we did was to try to clarify this text, which was very messy. At one point in time, it began to be very messy. And so we tried to, very French, trying to organize the thing, to say, here are the options, here are the main political issues we should discuss and decide on. And so here at the text show 5 options. Maybe we can reduce them to 3. And then, of course, finally, we propose that looking at all of you and listening to all of you, maybe this one is a better balanced one. So it was just very sort of, you could follow, no? You could follow. And again, everyone was surprised because everyone was thinking, oh, the French has a text there in the pocket, no? And they would just show it at the end. And no, and then people just began to read them. Yes, this phrase, I have written this in this group. And adaptation, for example, it was just taken almost from the group discussion. Loss and damages written in, of course, in a full negotiation, and others. So what we did was to, in a way, streamline, clarify that everyone understood what was really in there, and then
justify the choices we made at the end. Of course, it was a big risk, meaning finally your solution is not the good one. That's the risk we take. But what was really strong, I think, was clear is that we said from the beginning, we will be an honest broker, that's the role of the presidency, but we'll have an intention to have the agreement as the more ambitious agreement possible. And so it was no mystery, so no surprise and no mystery. So no, the text was not top-down, but yes, I think it was very important to clarify the main political issues because at the end of the process, nobody understood anything because it was true. There was, I don't know, 900 brackets, you know. Just you can't even understand what it is. So we just organize things, I think. Could I add an aspect that I think is very related to what Laurence has just said, and that is the changing nature of trust. We haven't talked about trust. A negotiation without trust is no negotiation. It's not even a starter, right? What I observed is a very, very interesting evolution in trust, in the nature of trust, before 2009, in 2009, the pits of trust, and then after that. And I would say two things very much in particular. Before 2009, and to a certain extent in 2010 and 11, but very, very quickly disappearing after that, there was, before 2010 or 11, there was trust of certain governments to trust that their allies would be able to represent their interests in a small room. And that the grouping A, B, C, D, whatever it was, would be able to be represented by 2 or 3 leaders who would go to a small room and work out a text among them, and there was a certain trust to that. That representational trust decreased dramatically. And it was very, very clear by the time we got, in fact, even to Lima, but then certainly to Paris, that that trust was absent and that every government trusted only itself in terms of being in the room. That opens up huge expectation of structuring and of organizing because now you're not working with a descending order of governments. You know, you start with 195 and then work down to 100 and then 60, 40, 30, 20, whatever, which was very common before. But you're working with 195 countries from the beginning to the end. That's very, very different. The second piece of the evolving nature, and however, much more complicated, but it gives much more depth, much more representational spirit to the process, and certainly is one of the major, I think, fertilizers of trust. The second changing nature of trust was the evolution of the text, where by the time we got to Paris, and this we had already seen in the years before that, there was an expectation that the contrary to what we had in 2009 with, as you said, you know, the COP presidency having a text in their back pocket, there was a huge expectation that parties, governments would write their own text. And how, but of course it's written in several different pieces. How those pieces are brought together, that is certainly up to the COP presidency to do. But the ultimate expectation of trust that we got to Paris was that that text would evolve transparently every night, and that governments would have every day the new status of the text. That requires a miracle of work overnight, I tell you, but it was really a very important contribution because then when people worked one day, many times until 3 or 4 o'clock in the morning, and then they came back and at 8 or 9, they could see the result of their work, and everybody could see the result of their work. So that, you know, evolution of the text was a very, very different methodology, and the participation of 195 countries also, all having to do with trust. I think that is very important because I think that sort of an advice that Christiana gave us very early on, already I think in 2014, and of course insisting on that in 2015, that you could not create a Friends of the Chair group or whatever representation. So we knew that, and in a way that you don't have any other solution that to do that in in full transparency. But then of course you have to get your mind very, very organized just to do that and not to be lost yourself in so many comments and remarks. What I think was as well the idea that if
So it's a new methodology of working. But I think the governments have to feel that they are supported by. That's why, unfortunately, I think Hubert Védrine get out. He left us, but it's not because it's important that civil society is there or that the business is there and the government would disappear. No. But the government responds to constituencies. And to do that enormous effort because that was painful for all the government. It was difficult. Just because what I said before, they have to face very difficult debates at home. So how you get them through this painful process, trusting, looking at the different versions, if you don't feel supported by constituencies that are civil society, your mayors, your local authorities, that's why it's important to have them so close, and that I think that was so well prepared by all these years since Durban. So again, the type of negotiation has changed certainly, because now there is no representation really, meaning everyone wants to have a say, but they have to be encouraged to make sacrifice and compromise because they feel that where the direction of their own constituency, their own society is pushing for. That's the difficulty of the negotiation today, because that you have to prepare that. You don't do that in Paris. You do that through many, many years of preparation. Was it harder to prepare it for Marrakech? Je voulais juste revenir sur l'histoire de la confiance et puis dire aussi comment nous, on perçoit le succès de la technique de Paris. Quand je dis nous, les pays qui étaient partis de la Convention et qui négociaient. C'est un accord où, au sommet de l'État, le président François Hollande a porté l'accord de Paris. Et quand un président d'un pays développé vient parler de différenciation, vient défendre l'adaptation, et quand le président de la COP21, au niveau de tous ses discours, revient pour orienter et pour montrer la solidarité de la France, qui était président de la COP21, envers tous les pays les plus vulnérables, les pays qui souffrent des changements climatiques, ça a un peu créé cette confiance et rapatrié cette confiance qui était perdue. Vous savez que dans les négociations climatiques, quand on s'assoit autour d'une table, on connaît les positions de chacun des pays. C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Quand Madame s'exprime, on sait parfaitement qu'est-ce qu'elle va dire. Quand d'autres s'expriment, on sait ce qu'il va dire. On connaît les positions des pays. Et donc, ce qu'il a fallu, il a fallu créer cette confiance. Et il faut rendre à César ce qui est à César. La présidence française a su le faire. La deuxième chose qui, à mon sens, a été bien faite en France, c'est les informels. Les informels, c'est des petits groupes c'est des réunions qui ont été organisées par la présidence française et qui ont permis de réunir autour de la table des pays sur des aspects problématiques. Donc moi, je savais que madame et que monsieur ne sont pas d'accord sur un aspect des négociations, et la présidence française les ramenait autour de la même table, posait le problème et essayait de sortir avec un consensus gagnant-gagnant. L'accord de Paris n'a pas été préparé à Paris. Il n'a pas été écrit quand on est venu au Bourget. Le travail a commencé bien avant et a continué pendant Paris, parce que quand on est venu, chaque soir, le nombre de parenthèses diminuait jusqu'à la fin de la COP. On a commencé par 900, pour 900 entre parenthèses, et donc toutes les options étaient écrites et tous les groupes, toutes les propositions de groupes étaient là. Et donc, je pense que la France a quand même fait un travail exceptionnel, et je pense plutôt que c'est cette méthodologie qu'il va falloir mettre à profit des prochaines décisions qu'il va falloir préparer et sortir au niveau des COP qui vont venir. I'm just going to ask one final question, because we predictably are running out of time, and I'd like to ask at least one or two, open it up to at least one or two questions. The Minister Védrine
said that these techniques of COP21 would not be useful for Syria, for immigration, for Israel, for Syria, Israel, Palestine, for many of the classic global challenges. But he did say it would be, could be very useful for water, health, biodiversity. Could I ask each of you just very, very quickly, because we really do just have a few minutes, whether you agree with that, because I thought that was very, very interesting, and what, if not, were there one or two areas where you thought this could be particularly important, these techniques? Maybe we'll go around like this. I think we could use that on, again, on health and agriculture, just to take some examples. If not, we have to elaborate for each issue, but yes, many actors, sort of a process of learning where knowledge can change the region of your interest, which is basically what we did in Paris. People, because of science, IPCC discussion, people thought that was different from what they believed was their interest was because of the knowledge. So every time knowledge on the global public good can intervene, then you can use that. Thank you. I'm assuming that he made that comment because he was already putting certain negotiations at the global level, so global negotiations. So I would say, okay, so many of the techniques might be more applicable. And then he took bilateral, trilateral, or regional negotiations and took them out of there. I would say probably he's right with some things, but he's not right with others, right? Because there are many, many basic issues that you do in negotiations that are good no matter who you're negotiating or what you're negotiating with, whether you're negotiating with your partner, with your child, or with, you know, another government. There are certain really key issues in negotiations that are applicable to all negotiations. And so I wouldn't put a wall there between that. Je pense que Monsieur le Ministre a donné une définition et son opposé en même temps. Hein, parce que j'étais d'accord avec lui quand il a dit qu'on négocie de la même manière. Il faut connaître l'objectif, il faut connaître l'objectif de la personne avec qui vous négociez, il faut anticiper sur les attentes de la personne qui est en face de vous. Il a dit que les outils de négociation sont universels et et sont les mêmes. Maintenant, il a restreint le type de négociation utilisé pour la COP à des domaines plus ou moins techniques. Moi, je pense que, comme il a dit, connaître l'objectif, votre objectif de négociation, celui de la personne qui est en face de vous, anticiper, avoir le sens du courage, du consensus, avoir la volonté d'arriver à un accord, c'est ça qui est important. C'est vouloir arriver à un accord, avoir la volonté de faire un consensus et de prendre une décision. C'est ça qui a permis. L'accord de Paris a été un accord très difficile, mais c'est la volonté des pays, c'est leur conviction qu'il fallait avoir un accord. Et c'est aussi l'inclusivité, c'est aussi la transparence, c'est aussi la confiance, et c'est le fait qu'il fallait avoir cet accord et il fallait aller dans une approche win-win. Et dans toutes les négociations, qu'on négocie pour la Syrie, qu'on négocie pour la Palestine ou pour autre chose, eh bien, quand on a cette approche, je pense qu'on peut réussir une négociation. We really have very, very little time, but I would like to open it up to one or two questions. The gentleman at the back there, thank you very much. Does the future of the Paris Treaty depend on the US-China relation, especially in contrast to Copenhagen? And we know that the US and China are entering an awkward period. We see what's happening around Taiwan. So how robust is the COP21 success to the US-China future? Would anyone like to? I'm sure everyone has a response. Maybe it's the same one, maybe they're different. It was one of the components on the stars, of the alignment of the stars, as Christiana mentioned. Very useful.
And now, of course, the issue for China is not to be alone. So we have to find, but they are, again, what I just want to remind you is that the agreement in Paris is not a US-China agreement. Exactly. It was a US-China high ambition coalition, ALBA countries, LMDC countries, Africa, ILAC, everyone, Europe, of course. And is that so true? That's so true that the following months, January 2016, I think everyone was anxious to see how people will react. No, once they really have the Christmas and everything. And Modi, even it was December, said, this agreement is exactly, we got the agreement, we wanted this, it is our agreement. LMDC countries, a declaration of the think tank supporting them. LMDC just really had an enormous influence on the agreement. China the same. So everyone said it's our agreement, just because it was. So that's why I don't think we have a distributed leadership these days. How strong it will resist the tension, I don't know. But that's why I think that the safety net we constructed in Paris, politically, that all the business, etc., the action on the ground, that of course is a real safety net. But the political one is more complex than what we thought. But I think we could discuss that maybe. Moi, je voudrais donner mon opinion sur la Chine. La Chine est un pays, on le savait, qui mettait en place une centrale à charbon pratiquement en moyenne toutes les semaines. La Chine construisait une centrale à charbon. Aujourd'hui, la Chine s'est investie et a développé un plan d'investissement pour les énergies solaires phasé dans le temps et a commencé sa mise en œuvre. Et commence à baisser, à fixer ses objectifs pour réduire les centrales à charbon, parce que, comme je vous ai dit, c'est une pression d'abord sociale. Donc, à mon sens et mon pressentiment, c'est que la Chine va avancer et va innover, et va dépasser. Nous sommes aujourd'hui à 2,99 cents le kilowattheure. La Chine va nous surprendre. Elle va innover et va aller plus loin. Et comme disait le ministre, et c'est là où je suis d'accord aussi avec lui, le coût, la compétitivité va rappeler, et le marché va rappeler à l'ordre tous les États. Et j'aimerais rappeler aussi que les États-Unis, sur les 50 États, 40 États sont déjà engagés dans la transition énergétique et pratiquement 300 villes sont dans le réseau des autorités locales qui sont engagées dans la transition énergétique. Mais je pense que la compétitivité rappellera tout le monde à l'ordre au niveau de cette transition énergétique. J'aimerais aussi dire ma crainte. C'est vrai que le retrait, ça serait dommage, le retrait des USA rendrait plus difficile la mise en œuvre de l'accord pour certains pays. Et je pense au fonds d'adaptation, je pense aux engagements des États-Unis pour renflouer le fonds et pour la mise en œuvre de l'accord au niveau de l'Afrique et des pays les plus vulnérables. Mais il n'arrêtera pas la machine. Je pense qu'on est arrivé à une période de non-retour et à un point de non-retour et que l'accord de Paris sera mis en œuvre. Et j'ai bon espoir que les États-Unis vont rejoindre la vague, comme a dit Laurence Tubiana. Fantastic. Well, I'm afraid we've run out of time. Could we all... Sorry, can I add something? Yes, I'm please. very sorry, because I agree with what both of you have said to the big picture, but on the little picture, on the nitty-gritty, I don't want to leave the impression that we actually had a fantastic plan for Paris and that it was a question of programming the computer and click play and then it went through. That is not the case. And I would actually put that into the bucket of things that are true for any negotiation. And those are two things. There will always be mistakes, always be mistakes. And secondly, there will always be unpredictables. And you have to know that that's the case. So for the case of mistakes, you have to have built trust. And I see a good friend sitting here in the front row with whom I can right now pull out at least 4 mistakes that I personally made with her throughout 6 years. But there was enough trust that she could come and say to me, how on earth did you do this? And I could say,
my mistake. I'm sorry. And she had to trust that it was a mistake and that it wasn't intentional. If you haven't built that trust, then you're really, and you have to be able to admit the fact that you've made mistakes, because you're dealing with 150 balls in the air at the same minute. Every minute you have 150 balls in the air. And to the second point of unpredictables, you cannot go in with a plan that is unmovable. You have to go in with a big plan, and every day you start with an intended plan and you end with completely unpredictable factors that force you to replan overnight. In fact, sometimes you replan 2 or 3 times a day. So mistakes always happen, and unpredictables are very predictable. It is predictable that you will have unpredictables, and you have to be ready to be flexible with that. So please, nobody get the idea, that when you have a negotiation, you just plan for it and you go in and you get the results. That's not the case. You have to be able to deal with, the factors that pull you forward, as we have discussed before, but also the factors that pull you back, and then be able to constructively deal with them in order to move forward. Wonderful. Well, I'd like to thank, I'm really sorry, we're, is it very quick? Yeah, just one point I want to Okay, all right. Well, please. Okay. All right, Mary Robinson, I just wanted to build on everything that's been said and say one more thing. I think you didn't emphasize enough the fairness of the process. It wasn't just transparent. It was very fair, especially to vulnerable countries. And it became much more ambitious than we expected because it was fair. And in those informal consultations, and I participated in many of them as the Special Envoy on climate change, as Hakima El Haydi was saying, everybody knew the lines of every other country. But when you've listened over and over again to countries saying, we will go under unless we get the 1.5, do you understand? My country will disappear. And hearing that over and over again, it made a difference. And we didn't know in October last year or November last year that we would get well below 2 degrees and aiming for 1.5 and climate neutrality by the second half of the century. It has to be by 2050. That's the point that I wanted to make, that the fairness of the process made it also possible to be more ambitious. Thank you very much. Could we all give a quick hand to our esteemed panelists? Thank you so much for being here. A very optimistic message, and we'll be hearing more much later in the sessions about how these tools that we've just heard about, creating a wave, trust, flexibility, all of these issues can be taken into other types of negotiations, which is a fascinating area, but we'll hear more about that a little bit later. For the moment, we're going to change the rules of the game slightly, and we're going to split up into 2 different workshops, which I believe you all have signed up for already. The role of the economic world is going to be in here, and the negotiating one is going to be upstairs. I'm afraid there's no time for coffee, but if you want to sort of grab one like a marathon runner, sort of on your way, you're very welcome. Yes, thank you very much, and the next panel.